Bonjour à tous, chers abonnés de Massilia Zone. On se retrouve aujourd'hui pour la première de notre émission sur notre chaîne YouTube Massilia Zone TV en compagnie de nos intervenants que vous avez déjà retrouvés sur Twitter. Et pour l'occasion, on va débriefer la troisième rencontre amicale de l'Olympique de Marseille face à Middlesbrough, où nos Olympiens se sont inclinés 2-0 au Riverside Stadium. J'ai en ma compagnie, comme je vous l'ai dit, Well, Lilian et Jirka qui vont à mes côtés débriefer ce match. J'espère que vous allez bien, les gars. Je vais vous poser une première question. Très bien. J'ai un peu digéré parce que c'était quand même un amical, mais je voulais savoir comment vous avez ressenti ce troisième match amical, cette nouvelle défaite face à une équipe de Championship. Je vais commencer par toi. Ouais, on va faire dans l'ordre des caméras, si tu pouvais me donner ton ressentiment par rapport à cette rencontre. Déjà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, les gars, aussi. Bon, le match, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à avoir un peu plus de contenu, en particulier sur la première mi-temps, même si on a vu quelque chose, et on va essayer d'en retirer un peu du positif malgré la défaite. Mais en soi, c'est dommage de perdre et je pense je commence un peu à m'inquiéter sur certaines choses, mais je vais encore laisser le bénéfice du doute, on va dire. Ouais, c'est la première question qu'on se posera, hein. Est-ce qu'il faut s'inquiéter à 2 semaines de la reprise de la Ligue 1? Est-ce que toi, Lilian, tu as quelque chose à tirer en première conclusion générale de ce match? Ce que tu as pensé, toi, ton point de vue supporter? Alors déjà, bonjour à tous. Alors moi, en tant que supporter, forcément déçu aussi, hein, défaite. Voilà, 2 défaites d'affilée. Un contenu, bon, on va être gentil, on va dire un contenu, en fait, il n'y avait pas grand-chose, en fait. Il n'y avait presque rien. Donc, ouais, un peu inquiet aussi. Après, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Mais voilà, pour l'instant, je reste là. Voilà. Ouais, vous restez sur votre fin pour l'instant. Un contenu qui laisse à désirer. Jerka, j'imagine que c'est à peu près la même chose pour toi. Ouais, c'est un petit peu. Ça m'inquiète un petit peu. Bon, après, j'ai vu quelques trucs, par exemple, avec les pistons qui essayent de plonger derrière les défenseurs. Mais après, est-ce qu'on aura autant d'espace? Parce que Middlesbrough, c'est pas mal d'espace. Donc, j'attends de voir. Le fait de balancer devant contre une grosse équipe qui garde la possession, ça va être embêtant parce qu'on va leur rendre la balle et ils vont jamais nous la rendre. J'ai peur qu'on court derrière le ballon pendant 90 minutes. Donc, à voir. Ouais, bah pour moi, pour donner mon avis, hein, à peu près comme vous, pour donner ce que j'ai pensé de cette rencontre après l'avoir vue en direct et l'avoir vue une deuxième fois, je trouve que dans le contenu, enfin, ça laisse encore à désirer. On n'a pas encore vu. Si on avait vu les premiers principes avec un jeu ultra vertical, l'envie d'aller presser haut, pour l'instant, dans la proposition, on n'est pas sur quelque chose d'assez intéressant pour se dire que l'Olympique de Marseille a le niveau pour atteindre ses objectifs cette saison, à savoir se requalifier en Champions League. Je trouve que c'est un OM qui est actuellement en train de se reconstruire, parce qu'on était sur un système de jeu qui était particulier. Juste avant, le jeu de Sampaoli et le jeu de Tudor, ils sont clairement opposés pour moi. Tu as un entraîneur qui prône la possession et un autre qui prône un jeu un peu plus direct, avec plus de pressing. Et je trouve qu'on est vraiment dans une période où d'une transition d'un système à un autre, et on va avoir du contenu qui va vraiment être qui va pas être intéressant à observer. On a des joueurs qui étaient habitués à un certain système et qui désormais sont en train de s'adapter à un autre. On a des joueurs qui étaient vraiment faits pour le système précédent et qui ne sont pas faits pour ce dernier. D'ailleurs, ça fait écho aux déclarations qu'a livré le coach juste avant. Et cette période, ce qu'on voit dans le contenu, c'est très brouillon. On l'a vu hier, une équipe qui n'arrive pas à enchaîner plus de 6 passes, un pressing qui n'est pas toujours coordonné, des joueurs qui souffrent encore d'une préparation physique qui est très importante, parce que tu passes d'un entraîneur qui prône une prépa avec ballon à un entraîneur qui veut vraiment quelque chose de physique et d'intense. Donc je pense que sur cette première question, est-ce qu'il faut déjà s'inquiéter à 2 semaines de la Ligue 1? Dans le contenu, oui, parce que c'est quand même ton troisième match amical, il t'en reste que 2 si je dis pas de bêtises. Le Betis, mercredi, et Milan. Donc, tu n'as en fait que 2 tests avant de démarrer ta Ligue 1, où tu auras déjà 5-6 matchs au mois d'août. Donc, je peux t'inquiéter de ce point de vue-là. Mais d'un autre côté, tu peux aussi dire que ton entraîneur, il veut vraiment imposer une philosophie, que son 3-4-2-1, il a déjà mis en place, qu'on voit déjà ce qui ne marche pas, donc ça va pouvoir lui permettre de changer certains éléments. Et on voit ce qui marche par intermittence dans la manière de presser. Well, toi, est-ce que de ton côté, tu t'inquiètes ou tu es plutôt. C'est un peu compliqué parce que écoute, moi, je vais partir du principe que tu as dit un truc par rapport à la déclaration de Tudor hier, que je trouve intéressant. En fait, ça interpelle parce qu'il te dit clairement, il essaye de changer le style de jeu
de l'équipe par rapport aux années précédentes. Donc, ça fait écho au jeu de Sampaoli et les autres. Ça veut dire qu'en fait, mine de rien, tu repars à zéro sur ce point-là. Donc, on a eu du Sampa Ball pendant 1 an, où les joueurs, c'était des jeux de changement de position, c'était du football liquide, comme ils l'appellent. Et il y a des joueurs qui étaient recrutés exprès pour ce système-là. Aujourd'hui, pour les changer, ben, c'est dur, c'est compliqué, et ça prend du temps. Une préparation à ce haut niveau d'intensité, comme tu le dis, une préparation sans ballon, même mentalement, c'est très compliqué pour un joueur de se dire je reviens de vacances, je vais jouer moins au ballon, je vais plus courir pour me préparer pour la saison. Et ça, c'est compliqué, mais si ça prend, ça peut être intéressant. Et après, ça fait 15 ans qu'on suit le foot, pratiquement tous, si ce n'est plus. Et chaque saison, ça montre que la vérité du mois de juillet, ce n'est pas la vérité de novembre ou d'octobre ou de mars. Mais il ne faut pas tirer des enseignements très précis après 3 matchs, je pense. Après, il y a des choses à revoir. On est d'accord sur ça. Et sur ce que vous avez retenu collectivement de la prestation, les Lions et GRK, vous personnellement, avant qu'on s'attaque un peu aux individualités, comme on ne peut pas vraiment juger ce qu'on a vu dans la proposition collective les derniers matchs. En fait, je suis globalement d'accord avec tout ce qui a déjà été dit. En fait, le problème, c'est que là, on est quand même on a eu avec Sampaoli une philosophie très marquée, et là, j'ai l'impression qu'on en a une aussi, c'est juste qu'elle ne l'a pas encore pris. On est à 2 semaines de la reprise, donc on n'est pas prêt. Et c'est normal de ne pas être prêt à 2 semaines d'une reprise, au final. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Moi, je suis perso mitigé. Je suis le premier à dire qu'il ne faut pas se fier à une préparation. Tu peux perdre tous tes matchs 5-0. Mais tu perds des matchs 5-0 en ayant un contenu intéressant, des phases de jeu. Hier, moi, personnellement, j'en ai pas vu beaucoup. Il y en a eu des sympatoches avec certains joueurs, on en reviendra un peu plus tard. Mais il y en a eu très peu. Même si Middlesbrough, pour moi, c'est niveau Ligue 1, ce n'est que mon avis, c'est niveau Ligue 1. Ils ont 2 matchs en plus, certes, mais il manquait quelque chose. Alors oui, les joueurs ont sûrement fait une préparation sans ballon, mais ce n'est pas inintéressant parce que je me souviens de certains matchs en Ligue 1 contre des équipes moyennes où justement cet impact physique manquait. Alors, c'était dû aussi au fait qu'on ne changeait pas beaucoup les joueurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait très peu de changements, et le fait qu'on enchaînait les matchs. Alors, si on accentue une préparation, beaucoup de foncier, un peu plus de foncier que d'habitude, peut-être que là, en termes d'impact physique, pas tactique, peut-être que les joueurs seront prêts très vite. C'est une année bizarre. On est dans une année Coupe du Monde, il faut le prendre en compte. J'imagine que les préparateurs physiques de Tudor se sont dit, OK, là, il faut envoyer parce qu'il faut que les premiers matchs, parce que pour moi, les 6 premiers matchs vont être hyper importants pour notre saison. Donc peut-être qu'ils se sont dit, OK, le but, entre guillemets, c'est de all-in les 6 premiers matchs, mais pour ça, il faut que les joueurs, on les tue. Là, ce qui m'inquiète, le milieu, je trouve que ça va. Mais par contre, offensivement, c'est le néant. On peut le dire. Outre les ratés, parce qu'on aurait pu marquer hier. On aurait pu marquer 2 buts. C'est vrai. Mais même outre ces 2 actions, oui, on en parlera après. outre ces actions manquées, moi, j'étais en manque de séquences de jeu. J'étais en manque de séquences de jeu. Limite, j'aurais aimé qu'on n'ait pas ces 2 occasions, mais qu'entre la transition milieu-attaque, il y ait plus de mouvement. L'animation défensive, alors là, pour le coup, je ne veux pas trop insister avec ça parce que Mbemba, il reprend à peine. Ouais. Et encore, moi, j'ai vu des choses très intéressantes. Ils n'ont jamais joué ensemble, surtout. Ils n'ont jamais joué ensemble. C'est ultra intéressant. C'est du rodage. Et mon petit doute, c'est je ne sais pas si la défense, en termes de coordination et tout, seront prêts pour le match contre Reims. Je ne sais pas. Non, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Là, pour l'instant, il y a cette limite avec des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. GRK, toi, individuellement, par rapport à individuellement, déjà, ce qui me dérange, c'est par rapport au milieu, le fait que Gerson joue à droite et Guendouzi joue à gauche. Gerson, il a l'air, ça fait 3 matchs que je le ressens complètement perdu sur le terrain. Ça me dérange parce que c'est un de nos meilleurs joueurs de la saison dernière. Après, ce qui peut être intéressant, c'est comme j'ai dit, les pistons qui vont se projeter pour faire des passes un petit peu, des centres un petit peu en retrait ou voilà. Ça peut être intéressant, mais c'est la seule phase de jeu que j'ai remarqué. Sinon, voilà. Après, au milieu, il va nous montrer notre première rampe de lancement. Ouais, je vais te demander un truc par rapport à Gerson. C'est pour rentrer dans un petit débat de Gerson, parce que moi, je pense que Gerson va être le joueur qu'il est supposé être, grâce à ce système de jeu. Je ne sais pas pourquoi. Grâce au fait qu'il joue à droite
non pas qu'il joue à droite, mais sa manière de jouer aujourd'hui n'est pas la même. Rappelle-toi que l'année dernière, on se rappelle qu'il jouait Non, presque piston gauche. il va monter en puissance, mais pour moi, je l'ai trouvé vraiment l'année dernière. On l'a vu comment il était bon à gauche. Ouais. Et je pense que avec l'arrivée de Jonathan Klaus, ça va permettre à peut-être Under de monter d'un cran derrière l'attaquant. J'espère que ça va faire ça. Et Gerson de redescendre d'un cran. Je pense qu'Under, il va même pas jouer. En fait, moi, je pense qu'on est dans une impasse. Là, on va en parler. Ouais, c'est dur. On va en parler parce que là, tu as fait la transition parfaite. C'est que Under, selon moi, du peu que j'ai vu, parce que moi, je ne veux pas prétendre avoir compris grand-chose parce que pour moi, on n'a rien vu en fait. Parce que Perchudor, mais par contre, dans les placements, on a compris. Under, piston droit, on a compris que ça va être close, il n'y a pas de débat. Mais du coup, ça veut dire que Under, il va plus être collé à la ligne, mais il va être très proche de l'attaquant en double 10 là avec Payet. En 9,5. Moi, je le verrais bien en 9,5 derrière avec Milik et aux côtés de Dimitri Payet, un joueur qui a. Pour moi, en fait, Under, c'est pas un créateur. Ouais, mais le truc où il pourrait être intéressant, c'est qu'il pourra prendre la profondeur. Peut-être que pour dédoubler, vu qu'il vient plus de l'axe que de l'aile, ça va être plus simple avec un Jonathan Klaus ou avec un Paul Lirola. Tu vois, l'année dernière, il jouait, quand Lirola et Under jouaient ensemble, ils jouaient vraiment sur la même ligne. Les deux, ils collaient la ligne. Là, tu vas peut-être avoir un joueur, même si Under, ça va être ça le problème, c'est que lui aussi, il aime. Under, il peut avoir une bonne vision de jeu, je trouve. Non, mais c'est pas une bonne ouverture et. Juste, c'est pas un créateur. Mais à part ça, le fait de jouer 10, c'est pas la même chose que quand tu joues sur elle. C'est pas pareil. Déjà, l'effort physique quand tu joues 10, l'effort physique quand tu joues 10 derrière l'attaquant, il est très différent que quand tu joues sur l'aile et que tu es obligé de coller sur l'aile tout le match. Le problème avec Under, c'est que moi, personnellement, je pense qu'avec l'arrivée de Klaus et le prochain latéral qui va arriver, je pense qu'Under, on va le voir en deuxième mi-temps très souvent. Déjà. C'est vrai, parce que c'est pas le genre de mec qui colle pour lui. Il y a autre chose qui m'inquiète, moi, c'est le fait que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais du coup, Guendouzi compensait le pressing de Payet, parce que Payet n'arrivait pas à presser. Donc Guendouzi compensait en montant beaucoup plus haut. C'était un des seuls à presser d'ailleurs, parce que Milik ne pressait pas. Après, je pense que Milik, c'est un problème physique, mais en tous les cas, ce ne sera pas un joueur qui presse. Donc, tu as Milik qui ne presse pas, Payet qui ne pressera pas. Donc, deux tes titulaires en attaque. Et tu as Isaac Touré qui monte. Voilà. Donc, je pense que le problème, c'est que qu'est-ce qu'on va faire de Payet et Milik? Parce que, encore Payet, du coup, Messi Guendouzi s'amuse tous les matchs à compenser le pressing de Payet. Il va être cramé au bout de 70 minutes. Non, honnêtement, il pourra le faire. Ça, moi, je ne suis pas inquiet. Mais il ne pourra pas, je pense pas que, tu vois, s'il compense tout le pressing comme ça, je pense pas qu'il fera autant de matchs que la saison dernière, par exemple. Non, il en fera moins. Mais la gestion de Sampaoli en termes de remplacement était catastrophique. Donc là, je pense que ça va être mieux géré. Mais tant mieux. Je voulais juste revenir sur Under en 2-2. Un banc si qualitatif. C'est un dynamiteur. Under, c'est quoi sa qualité principale pour toi, GRK? C'est son pied gauche, quand il revient sur son pied gauche. Son pied gauche, quand il colle la ligne, il revient. Lui, c'est quand il a un petit peu d'espace qu'il peut percuter et rentrer sur son pied gauche. Mais si tu le fais jouer 10 en Ligue 1 avec des équipes qui, 70% des équipes jouent bloc bas, qu'est-ce que va faire Under? Est-ce que Under, tu vas le mettre au maximum de ses capacités? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, ça peut arriver. Mais le seul moyen d'attirer un bloc bas. En bloc bas, c'est fini. Le problème, le truc aussi, c'est que si je compte Under dans les trois attaquants avec Milik et Payet, c'est le seul qui est capable de jouer en transition dans les trois. Qui peut prendre la vitesse, les espaces. Mais après, le problème, c'est qu'on en revient toujours au même point, c'est avec Tudor. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas jouer en transition contre Brest, contre Nantes, contre je ne sais pas qui. Ils vont nous mettre bloc bas. Donc c'est encore. En fait, j'attends de voir une animation contre une équipe qui va jouer bloc bas contre nous. Bah, hier, c'était un peu le cas face à Middlesbrough. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient en bloc bas que. Des fois, ils avaient une ligne de 6 derrière. Des fois, ils avaient clairement une ligne de 6. Ouais, mais tu vois, comme dès le début du match, ça m'a fait. J'allais m'arracher les cheveux. C'était Kolasinac qui a une balle dans la profondeur, il tombe en faisant le contrôle. Ça m'a fait mal au cœur. Mais tu vois, par rapport à des équipes de Ligue 1, Middlesbrough, il laissait de l'espace derrière leur dos. Donc, tes pistons, ils pouvaient s'engouffrer dans la brèche. Alors que contre Brest, ou je sais pas, prendre des équipes de Ligue 1, je force avec Brest, mais ils jouent super bas, tu vois. Et ils laissent vraiment très d'espace dans leur dos. C'est aussi l'avantage d'avoir des pistons, des ailiers latéraux, on va dire, en même temps, tu vois. C'est le terme piston. C'est l'avantage parce que le but pour une équipe qui est en bloc bas, si toi, tu as le ballon, tu joues contre une équipe bloc bas, il faut que tu les étires au maximum. Si tu les étires, tu as un joueur dans le milieu, 2 joueurs dans le milieu qui peuvent s'engouffrer dans les failles, en quelque sorte. Et c'est là où tu peux marquer. Quand tu as des centreurs comme Klaus, ou s'il y a Lazovic qui se ramène, ou un autre piston gauche, à ce moment-là, c'est plus simple de jouer. Après, le problème dans ça, c'est plus, je pense, le fait qu'en fait, tu as des joueurs que tu vas perdre.
tu as des joueurs que tu vas perdre, comme Under par exemple. Et je trouve que c'est n'importe quoi de perdre Under aujourd'hui. Déjà, tu perds en termes de valeur marchande. Pardon. En termes de valeur marchande, tu perds. Et... Comment? Est-ce que là, moi je pose une question pour Under et on pourra se la poser sur d'autres selon moi. Pour moi, Under n'est pas adapté du peu que j'ai vu. Parce que, comme je le répète, je ne sais pas ce que veut faire Tudor, mais de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il met piston droit parce que c'est là où il peut développer ses qualités parce qu'il y a la ligne. Est-ce que là, demain, il y a une offre de 15 millions sur Under? Est-ce que vous vendez? C'est la question. Et c'est là où je vais en venir sur notre deuxième point, que j'ai intitulé un OM qui se déconstruit par rapport à la transition qui est amorcée actuellement vers le système d'Igor Tudor. Tu as parlé d'Under, tout à l'heure on parlait de Gerson. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a des joueurs adaptés au système qu'il veut mettre en place, à sa philosophie? Je ne sais pas si quelqu'un veut me répondre en particulier. Moi, je te réponds. Moi, très peu. Moi, je ne pense pas. Et le problème, moi, je ne vous mens pas, quand Tudor est arrivé, je me disais, j'espère qu'il va changer, parce que tu peux changer, tu peux modifier un peu tes principes de jeu. Tu peux rester dans un football très dur et offensif, comme il l'a fait à l'Hellas Vérone, tout en te servant des qualités de tes joueurs. Et moi, j'avais espoir que, parce que là, on est encore en reconstruction, là, c'est malheureusement, mais là, ce que je vois, il ne fait pas ça. Il veut vraiment instaurer son truc. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher, mais je dis ce que j'aurais aimé, pas qu'il refasse comme Sampaoli, mais juste qu'il se dise, OK, j'ai ça, lui, sa qualité, c'est ça, lui, sa qualité, c'est ça, OK. On va mettre les meilleurs joueurs, dans les meilleures conditions. Et là, ce n'est pas le cas. Et ça me dérange. Je reviens à Gerson. Gerson, le mettre à droite dans le milieu, il peut le faire. C'est Gerson. C'est un des meilleurs joueurs de ce championnat. Il peut le faire. Il a joué piston gauche l'année dernière. Il peut le faire, d'accord. Mais là, je pense qu'on va voir. On va voir le Gerson que Wael disait, le Gerson qui va, voilà. Pour moi, c'est quand tu vas le placer dans le milieu, mais à gauche, en fait. Ça, je suis d'accord. C'est juste, c'est con parce que c'est juste, c'est quoi? C'est 15 mètres plus à gauche, mais je pense que ça peut tout changer. Alors oui, des fois, il a un peu fait, des fois, il s'est retrouvé un peu à gauche. Mais là, j'ai une image qui me vient. On aurait pu être en transition, il passe un joueur et il rate sa passe côté droit, alors que Gerson, j'abuse un peu, mais jamais il la rate cette passe. Jamais. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'il est dans dans un côté qui n'est pas préférentiel. Je ne dis pas qu'il a fait exprès de rater, mais disons, c'est des trucs qui prouvent. Et Gerson, c'est un mec qui mentalement s'énerve vite envers lui-même. On le voit, il peut très vite faire des trucs comme ça, même pour la balle. Il est très exigeant. Est-ce que mentalement, tu ne prends pas un risque de le perdre si les premiers matchs de Ligue 1 se passent mal? Et si tu perds Gerson, pour moi, Lilian, ta saison est terminée. Je le dis, tu perds Gerson, ta saison est finie. Je pose la question. Moi, j'ai notre limite. Moi, j'ai notre limite sur Gerson. Je suis d'accord, il doit absolument jouer à gauche, enfin axe gauche, dans le double pivot, en tout cas à la place de ce que faisait Matteo Guendouzi hier, et tu mettrais Guendouzi à la place de Rongier. Mais je trouve que son abattage défensif pour une équipe qui veut aller presser haut est trop faible. Je trouve que c'est un joueur qui avait un très bon rendement défensif sur son côté gauche. Je ne l'ai pas assez vu jouer au Brésil pour te dire que c'est un excellent récupérateur, mais je trouvais qu'il défendait beaucoup mieux quand il a été placé sur le côté que quand il jouait, quand c'était un milieu de terrain. Je trouve qu'on l'a vu à la récupération hier, c'est un joueur qui va te récupérer très peu de ballons. D'ailleurs, l'année dernière, le joueur qui récupérait le plus de ballons, c'était Valentin Rongier. Même Guendouzi n'a pas un rendement hyper efficace à la récupération. C'est pas un vrai récupérateur. Mais il peut le faire. Donc, peut-être une explication. Alors, peut-être que vous allez infirmer ou confirmer ce que je dis par rapport à Gerson. Je suis d'accord avec toi quand tu dis en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il défend mieux quand il récupère plus de ballons quand il était à gauche en piston que là, de ces deux derniers matchs. Moi, j'ai toujours trouvé que Gerson, même s'il est 6, en tout cas par rapport au football européen, il avait un manque d'anticipation. Il n'était pas trop capable d'anticiper une passe, en fait. Quand il récupère un ballon, c'est qu'il va sur l'homme. C'est pas qu'il anticipe. Alors qu'en piston, vu que tu as moins d'angle, en fait, parce que tu n'as que en fait, le côté qui rentre, ou devant le côté qui rentre, là, il y arrivait plus. Mais dès qu'on ouvre le jeu, qu'on est au milieu de terrain, en fait, l'anticipation de passe, il n'est pas ouf. C'est pas catastrophique. Mais c'est pas là où il sort du lot. Un Rongier a plus cette intelligence de jeu-là de récupérer ses ballons. Et Camara le faisait aussi extrêmement bien. Mais ça, c'est encore autre chose. Moi, j'ai un truc, c'est un peu pour aller un peu en mini contradiction. Je ne pense pas que Gerson soit capable de défendre mieux sur un côté que dans l'axe. Je pense plutôt que Gerson était tellement une menace pour les équipes adverses que c'était plus simple pour lui de défendre de cette manière.
c'était plus simple pour lui de ne pas être inquiété parce que quand il avait le ballon, ils avaient peur qu'il trouve par la passe ou par un dribble, par n'importe quoi, par un renversement de jeu. Les équipes adverses avaient peur d'aller sur le côté de Gerson parce que Gerson était assez bon pour être capable, tu vois, de gérer sa défense, gérer ses montées offensives et gérer son repli défensif. Donc c'était plus simple pour lui de jouer comme ça parce que aussi ça le mettait en valeur, je pense. C'est un mec qui aime bien avoir le ballon. C'est un mec qui joue bien avec son corps, tu vois, malgré qu'il soit skinny de fou. C'est un mec qui a une coordination dans sa protection de balle qui est énorme. Par rapport à son profil. C'est parfait, tu vois. Et après, je suis d'accord avec tout ce que tu disais au tout début, surtout quand tu disais il faut qu'il ait un peu plus d'anticipation pour jouer 6. C'est un regista. En Europe, en tout cas. En Europe. Ouais, c'est sûr, parce que le Brésil, c'est un peu plus lent. Tu vois. C'est lent. Je ne regarde pas beaucoup, mais c'est lent. Moi, je trouve par rapport au rythme, je trouve que par rapport au rythme, notamment dans une équipe où tu vas jouer la transition, tu as besoin d'avoir un rythme, un tempo élevé, parce que l'objectif, c'est de profiter de ta récupération haute en jouant rapidement pour créer des occasions. Je trouve que Gerson, il a encore ce logiciel Sampaoli où quand je récupère le ballon, je pense à quelques phases face à Norwich où il joue directement en retrait au lieu de se retourner et d'aller trouver son piston qui prend le côté droit. Notamment, c'est une phase de jeu où là, il était à gauche. Je trouve que lui, encore ce logiciel-là, il revient en retrait pour faire une passe, pour garder le ballon en fait. Donc je pense vraiment que Gerson, à l'heure actuelle, c'est un des joueurs qui illustre le plus la transition qui est en train de se passer. C'est que lui, pour l'instant, il n'a pas assimilé le système Tudor. Peut-être qu'il l'a pas assimilé parce que c'est normal, c'est normal en vrai. Oui, parce que le joueur, il venait d'arriver en France, il avait enfin trouvé ses marques avec Sampaoli sur la fin de saison. Il fait une très grosse fin de saison où il sublime grâce au système Sampaoli. Et là, tu lui ramènes un nouveau style de jeu, du jeu de transition où tu dois presser, où tu dois avoir un abattage défensif, où dès que tu as le ballon, que tu le récupères, tu ne fais pas forcément beaucoup parler ta créativité que tu pourras avoir quand tu es dans un jeu de possession. Tu cherches la passe qui va casser, qui va te faire remonter le terrain le plus rapidement possible. Et ça, peut-être que c'est pas le style de Gerson, ou en tout cas d'un Gerson qui joue haut sur le terrain. Après, je voulais émettre un truc. Vous me contredisez-moi si vous n'êtes pas d'accord. C'est que moi, après, c'est ma sensibilité footballistique. Je préfère Gerson plus haut. Malheureusement, il ne rentre pas dans les critères de la compo, genre avec les 2-10, parce qu'il ne va pas prendre la profondeur énormément. Mais moi, en fait, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs finisseurs de la saison dernière. Il était clinique devant le but. À part un extérieur qui rate, qui t'envoie en public, mais il ratait très peu. Voilà, ça arrive. Il a une action contre Lens. Ouais, il en a raté. Sinon, devant le but, il était clinique. Même à un moment, il te fait une petite taonade à Dieng là, qui déclenche le penalty. Il était très bon dans les 30 derniers mètres, en fait. Et ça me dérange de le mettre plus bas, sachant que, comme vous avez dit, il est moins beau dans l'anticipation. Donc, c'est vraiment, je trouve ça vraiment dommage. Et je trouve qu'on va le brider. C'est comme pour moi, mettre Guendouzi en 6, sachant son abattage et sa projection. Et je trouve ça dommage de le réduire à un poste de rester devant la défense en soi, tu vois. Même si, pour l'instant, on n'a pas de genre dans l'effectif qui serait capable d'être 6. Mais, en fait, il faut trouver un 6, clairement. Il faut trouver un 6. Parce qu'il y avait Tamézé qui faisait ce travail chez lui à Vérone, tu vois. Donc, il faut trouver un mec comme ça qui est capable de récupérer un maximum de ballons et permettre à tes relayeurs de monter au max. Exactement. Je pense qu'il faut quelqu'un qui va avoir, comme j'ai dit, cet abattage défensif conséquent. Je ne pense pas qu'un Rongier, même s'il est très bon à la récupération, sera ce joueur-là, parce qu'il faut savoir aussi organiser le jeu. En fait, il te faut un joueur assez complet pour un milieu défensif. Peut-être pas des qualités de projection particulières, mais au moins savoir avoir une très bonne qualité de relance. Ouais. Parce que surtout, derrière lui, il aura une défense qui a fait peau neuve et dont on va parler juste, dès maintenant. Avec la première titularisation de Chancel Mbemba, Isaac Touré et Samuel Gigot, qui avaient déjà joué les 2 matchs précédents, mais qui eux aussi sont novices à l'Olympique de Marseille. Ce sont 3 joueurs qui n'avaient jamais joué ensemble. Je voulais savoir du coup ce que vous avez pensé de la prestation de ces 3 joueurs que j'ai trouvé plutôt convaincante par rapport au dernier match face à Norwich. Isaac Touré, on avait déjà eu une grosse prestation face à Marignane, qu'il faut quand même tempérer parce que c'est une équipe de N2. Gigot, ça avait été plutôt difficile. On avait déjà souligné ses limites, notamment le temps qu'il met à se retourner quand l'équipe se fait prendre en contre-attaque. Je voulais savoir ce que vous avez pensé de leur prestation. Je vais notamment insister sur Chancel Mbemba, dont c'était le premier match à l'OM, qui est le remplaçant de Saliba normalement, et qui va donc être très attendu. Jerka, toi, tu as pensé quoi de cette prestation de la défense olympienne? Pour moi, c'est le meilleur des 3. On voit qu'il a l'expérience. Il était dans le duel.
Il a été bon. Après, j'attends de voir parce que niveau physiquement, il ne devait pas être si près que ça physiquement. Mais j'attends de voir, ça peut être très intéressant. Touré, il monte trop en fait. Il laisse beaucoup d'espace, c'est ça le problème. Il va laisser beaucoup d'espace. Et il est assez rapide, mais dans le début de la course, il est assez lent. Bah, après, c'est sa taille, malheureusement. Et Gigot, j'ai un peu de mal parce que je trouve qu'il prend pas assez de risques à la relance. C'est pas lui qui va essayer de casser une ligne. Sachant qu'on n'a pas de 6 en ce moment, bah, j'aurais bien aimé voir un défenseur qui prend un peu plus de risques parce qu'on n'a pas le choix. Quand on voit parfois ils sont en galère avec Paul Lopez qui leur dit montez, montez, montez. Ils sont là, il y en a un qui vient à côté de lui. Ils ont l'air un peu perdus. Mais voilà, après, Mbemba, j'attends encore de voir sur un prochain match. Mais ça a l'air beaucoup plus intéressant déjà que ce qu'on a déjà, par exemple, que Balerdi ou autre chose. Ouais, je suis pratiquement d'accord avec toi. Pour Gigot, je pense que il se rend pas compte qu'il a l'OM, ou du moins il est encore dans la phase d'assimilation. Et du coup, il veut pas se griller auprès des supporters. Je pense que c'est pour ça qu'il prend pas de risque à la relance. Bon, après, Gigot, ça n'a jamais été la relance, c'est plus grosse qualité. Mais je pense qu'il peut faire certains trucs. Il y a des passes hier que je lui dis, mais pourquoi il ne le met pas là? Il peut le faire, mais il ne prend pas de risque. Parce qu'il a peut-être besoin de prendre confiance, de s'adapter un peu plus. Alors oui, c'est son 3e match, donc il faudrait un petit peu qu'il se bouge, parce que la Ligue 1 va arriver très rapidement et il sera titulaire, je pense. Mais voilà, je pense qu'il y a ça. Pour Mbemba, alors moi, Mbemba, je le suivais à Newcastle. Et je revois en fait ce que je voyais, même s'il n'a pas fait un passage 2 fois à Newcastle, mais je revois les choses que je voyais là-bas. C'est sur l'homme, il est direct. Le mec, il n'a pas reçu la balle, le mec, il est déjà dessus. Et ça, c'est son anticipation, ça. L'anticipation qu'il a, ça fait plaisir. Alors après, je vais tempérer aussi. Il y a eu on sent que physiquement, il n'est pas prêt. Il a peut-être 2-3 entraînements dans les jambes. Ça s'est senti. Mais il y a des choses intéressantes. Il tente des passes. À un moment, quand il monte, il n'a pas l'air d'avoir peur. En général, les défenseurs, ils ont peur de garder le ballon. Lui, il n'a pas peur de le garder. Ça, c'est intéressant. Ça me fait penser à Saliba. Saliba n'avait pas peur de garder le ballon. Je ne dis pas qu'ils font les mêmes choses, mais il n'avait pas peur de le garder. Je sentais qu'il... Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Donc pour moi, je maintiens que c'est le meilleur défenseur que tu as. Il n'y a pas de débat. Après, Isaac Touré, voilà, il monte beaucoup. À un moment, je le vois même à côté de Milik. Il est resté à côté de Milik. J'ai pas de problème avec la projection. Mais est-ce qu'aujourd'hui, admettons que Tudor lui ait dit tu peux faire ça parce que tu aimes faire ça et tu peux. Là, moi, ça me dérange. Parce que là, tu es une équipe qui est en construction. Tu es une équipe qui n'est pas du tout rodée. Est-ce que pour un jeune, pour le bien du jeune, est-ce que le mieux, c'est que tu ne le dises pas tempère? Tempère, parce qu'on n'est pas encore coordonné avec ton milieu. Parce qu'en Ligue 1, moi, je suis sûr contre Brest, quand tu vas être dans leur camp pendant 25 minutes et que Isaac Touré va monter, et que du coup, tu auras, je sais pas, un Pape Gay ou je ne sais quoi qui va redescendre, et qu'il y aura une contre-attaque de je ne sais qui, ça va faire mal. C'est ce que je disais après le match de Norwich, c'est que, d'accord, là, c'est passé parce que, bon, les Anglais sont très physiques, mais sont pas, enfin, en tout cas, en Championship, pour avoir vu quelques matchs, c'est pas les équipes qui transitionnent le plus rapidement, même s'ils ont des joueurs rapides. Ça, c'est un fait. Mais par contre, en Ligue 1, t'as des équipes qui sont rompues à ce jeu de transition. Tu l'as vu la saison passée. On l'a vu la saison passée. On parlait de Brest tout à l'heure, je crois que c'est Gerka qui insistait avec Brest. L'année dernière, c'est typiquement ça. Quand ils te prenaient dans le dos alors que tu jouais haut et que tu avais le ballon, c'était exactement ça. Donc, dans une équipe qui, en plus, normalement, va pas savoir aussi bien gérer ses phases de possession que celle de Sampaoli, parce que Sampaoli, c'est vraiment son dogme, la possession, tu as cette limite-là. Autre point de rupture avec Sampaoli qu'on a tous remarqué, c'est les sorties de balles. Je pense que Welt est d'accord avec moi là-dessus. Quand tu vois que parfois Paul Lopez allonge pour aller chercher ton pivot et mettre en place directement le pressing, tu vois tout de suite que les sorties de balles sont, enfin en tout cas les sorties de balles propres, le jeu court, c'est pas la priorité d'Igor Tudor pour l'instant. Et je trouve aussi, vu qu'on parlait d'Isaac Touré, que ce profil-là, pour tes sorties de balles, j'ai mis quand même une limite par rapport à son gabarit. Je trouve que son centre de gravité. Après, Saliba faisait aussi 1m90, mais je trouvais qu'il gérait beaucoup mieux le ballon, en tout cas. Je trouve que 1m90 et 2m6, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a 16 cm de différence. Et tu les vois très bien. Tu vois que le mec, quand il tient le ballon, en fait, tu as l'impression que c'est une tour qui. Tu as vraiment l'impression que c'est une tour. Et cette tour, elle a du mal à s'orienter avec. C'est beaucoup plus lent. Donc, tu vas
pouvoir moins prendre de risques, parce que si ce mec-là, il rate son contrôle, pour aller reprendre la balle, ça va être beaucoup plus lent qu'un Saliba. Surtout qu'il n'a pas la même qualité de vitesse. Certes, c'est un faux lent par rapport à sa taille, mais Saliba, quand il se manquait d'une, il était très juste techniquement, et deux, il avait cette pointe de vitesse qui lui permettait d'aller rattraper ce ballon. Donc, en fait, pour résumer en une phrase, effectivement, pour résumer en une phrase ce que dit Ariles, c'est que Isaac Touré, en vrai, il est rapide, mais en termes d'accélération et d'explosivité, c'est pas son fort parce qu'il est très grand et que pour ceux qui regardent un peu le basket, j'aime bien faire la comparaison. Si vous prenez les pivots de 2 mètres 6, 7, 10, ils sont pas du tout vifs. Ils sont pas forcément très. Bon, eux sont lents. Donc, si eux sont lents, mais ils sont pas vifs et c'est normal parce que c'est. En fonction, ça dépend du pivot en plus. Hein. En général, un pivot NBA dans le top 10, enfin dans le top 10 saison régulière, si tu regardes, il n'y en a aucun qui est vif. Donc sur les premiers appuis, c'est dur. Alors oui, sur 20 mètres, si Isaac Touré doit faire 20 mètres, moi je pense qu'il est rapide. Je ne vois pas lent. Mais en termes d'accélération, comme tu dis, s'il rate son contrôle et qu'il doit la récupérer. Surtout quand tu es central gauche dans une défense à 3, où on va te demander dans les sorties de balles de faire des fois, je ne vais pas dire des exploits individuels, mais quand même te démerder de toi-même, d'aller faire ce crochet, comme Saliba pouvait le faire, d'aller prendre des risques en fait. Parce que là, ce qu'on a vu surtout hier avec la défense, c'est qu'on cherchait le décalage, et que ce décalage, on le cherchait par la passe. Mais l'année dernière, Saliba, il pouvait aller le chercher par le dribble. Je me rappelle de certains matchs où quand tu essayais de tuer le pressing adverse, c'était parce que Saliba, il te faisait le crochet qu'il fallait, et qui s'orientait pour faire la passe qu'il fallait pour bien casser les lignes. Donc, après, le crochet qu'il faut, je pense qu'Isaac Touré, il peut venir à le faire, parce que je trouve qu'il a une qualité technique pas si mauvaise que ça. Après aussi, ce que j'ai peur, c'est ses interventions. Parce que ses interventions, elles étaient un peu rugueuses. Ça marche en Ligue 2. T'as vu le tacle dans la surface, là ? Ça marche en Angleterre, mais en Ligue 1, ça marche en Angleterre. Ça marche en Angleterre, ça marche en Ligue 2, parce que j'ai vu quelques actions en Ligue 2 où il revenait tacler, c'était limite. Mais en Ligue 1, ça n'a pas marché. Et vu son gabarit, si tu as un Isaac Touré qui tacle un Sofiane Bouffal, l'arbitre, il va vite faire le calcul et il va dire carton jaune, tu vois, faute. Et ça, il faut qu'il apprenne à pas tacler. Il faut qu'il apprenne à utiliser encore plus sa taille. Moi, ça me dérange pas qu'il tacle, en fait, moi. Ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'il est rugueux, en fait. Ça, c'est ça. Moi, qu'il tacle, c'est pas grave. Il tacle pas trop mal. Hein. Vas-y, Wayne. Tu vois, Lilian, moi, je suis à l'inverse. Pour moi, je suis le genre de mec qui a regardé Maldini très longtemps, pardon. Et pour moi, un joueur qui tacle, un défenseur qui tacle, c'est qu'il est mort. Tu vois. Si un défenseur tacle, c'est qu'il est en retard sur le joueur, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, dans quel sens? Donc moi, si Isaac Touré, demain, il travaille son anticipation et qu'il arrête de se projeter comme ça, parce que c'est pas bon, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, le premier but, il vient de son côté. Il est encore devant, Isaac Touré. C'est Kaletakar qui couvre mal et Balerdi derrière qui fait l'accélération, qui revient de la droite pour couper le ballon. Et malheureusement, je ne veux pas défendre Balerdi, mais ça a été n'importe quoi derrière. Au lieu de tirer en corner, comme tout défenseur normal, non, il a voulu essayer de sortir le ballon propre et il s'est fait reprendre. J'aime Isaac Touré, mais j'ai besoin qu'il... Tu as utilisé le bon mot, qu'il se tempère. Il ne faut pas qu'il aille jusque là-bas. Si tu y vas, aise vite ou coordonne-toi avec ta défense pour qu'il y ait un mec qui prenne ta place. Il y a quelqu'un qui prenne ta place, que ce soit un pivot ou ton piston qui se rapproche de la défense, histoire de faire le nombre. Tu vois, histoire de faire le nombre. Parce que c'est trop compliqué après pour ton défenseur. Surtout si tu joues avec un défenseur Kaletakar qui est un faux lent, mais qui est lent. Si tu le dribbles, c'est terminé. Le temps qu'il se retourne, c'est une charrette. Ah oui, c'est fini. C'est à ton axial droit de venir pour couvrir encore. Et lui, avec le chemin parcouru, si ça se trouve, il te fait une erreur comme Balerdi t'en a fait une hier. Tu as parlé de Chaleta et Balerdi. Au niveau des centraux, pour vous, le trio, il est déjà identifié pour démarrer la saison. Si aujourd'hui, vous devez démarrer la saison, vous avez déjà vos 3 noms. Attends, quand tu dis nos 3 noms, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'il va faire ou ce qu'on veut qu'il se passe? Non, ce qu'il va faire pour vous. Ce que vous avez vu. Ce qu'il va faire, je sais pas. Moi. Après, moi, je pense qu'il va faire, on l'a vu. Les trois qui ont commencé, à part si Kaletakar retrouve son niveau, on va dire ça. Du jour au lendemain. Il sort de TZ parce que Balerdi, malheureusement, ça fait 2 ans qu'il est chez nous, Balerdi. 2 ans. Bon, 2 ans, il n'a pris aucune expérience, malheureusement. Mais moi, je pense qu'il va jouer cette année. Moi, je pense qu'il va jouer parce qu'on a dépensé de l'argent. Peut-être si moi, je suis d'accord avec toi, Si Gigot fait pas l'affaire. C'est pas que Gigot ne fait pas l'affaire seulement. Gigot, c'est un mec qui t'a rien coûté. Balerdi t'a coûté 13 millions. Sur le calcul, vaut mieux faire jouer Balerdi et au pire du pire récupérer ce que tu as investi sur lui que si tu es chanceux.
au pire. Mais je pense que Balerdi, moi je suis un fan de Balerdi et je le dirai toujours, je ne sais pas pourquoi, c'est le genre de défenseur, j'adore son toucher de balle, j'adore son orientation du corps quand il touche le ballon, j'adore quand il sort le ballon. Mais sa première fonction en tant que défenseur, c'est de défendre. Et c'est pas défendre. Merci. Si, il est capable de faire n'importe quoi. En fait, il peut être très bon. Il peut être très bon dans l'anticipation. Il peut avoir une très bonne agressivité. Mais quand tu arrives dans ta surface, c'est un des défenseurs les moins efficaces, je trouve. C'est un mec qui se fait effacer trop facilement. La naïveté qu'il a sur l'occasion hier, il défend sur le mec, pas sur le ballon. Quand il doit dégager le ballon, il préfère penser à l'avant-centre. Et l'attaquant, il récupère le ballon, il ajuste Paul Lopez en lui mettant un petit pont. Donc Balerdi, c'est ça qui me pose problème. Pourtant, je le vois très bien évoluer dans cette équipe parce que c'est un mec qui peut prendre des risques à la relance. On parlait de Gigot qui était encore un peu timide. C'est censé être un joueur qui prend des risques. Gigot, en tout cas, Balerdi, je pense que lui, tu es sûr d'en avoir. Même pour aller presser haut, même si sur ces 2 matchs, on a vu que c'était surtout Mbemba, ton central droit et ton central gauche qui allait presser lorsque tes milieux de terrain montaient pour presser, pour combler en tout cas ce pressing-là. Je pense que Balerdi peut t'apporter quelque chose, vraiment. Ouais, mais après, lancer Balerdi et Touré sans expérience dans ta défense. C'est chaud. En fait, du coup, d'abord, je vais répondre par rapport à Well. Moi, au contraire, moi, Balerdi, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout parce que pour moi, ce qu'on doit faire un défenseur en premier lieu, c'est défendre. Alors oui, le foot évolue, le foot a évolué. Maintenant, on demande un peu plus de choses dans tous les postes. Mais pour moi, il faut défendre. Balerdi, on l'a acheté 11 ou 12 millions, un truc comme ça, je ne sais plus. Je ne vais pas relancer un certain débat, mais moi je me dis que même en Ligue 1, pour beaucoup moins cher, tu avais un mec qui défendait mieux. Alors oui, Balerdi, il a peut-être du potentiel, mais je ne vois pas Balerdi. Je pense qu'il a du potentiel par rapport à sa relance qui est très bonne, et ça je n'ai pas peur de le dire même si je ne l'aime pas. Mais par contre, si tu veux finir top 3 de Ligue 1, si Balerdi est au niveau qu'il est depuis 2 ans, tu ne peux pas finir dans le top 3, ce n'est pas possible. Balerdi, c'est trop d'erreurs dans un match. Balerdi peut te coûter un match contre une équipe moyenne de Ligue 1. Alors après, ça peut arriver à tout le monde. Même des gros défenseurs ont raté des matchs, il n'y a pas de souci. Sauf que pour moi, quand Balerdi est sur le terrain, je me prépare à ce qu'il fasse une boulette. Sauf que quand je me rappelle de certains matchs où on avait le ballon tout le long, les équipes adverses avaient une action et Balerdi était dessus et du coup, tu prenais le but. Donc c'est ça qui me dérange. J'espère qu'il va progresser et pour moi, il faut le lancer. Si tu me demandes, moi, Lilian, est-ce que je veux que Balerdi soit titulaire? Oui, parce que tu as dépensé de l'argent. On est dans une situation économique très compliquée. Si même même si l'été prochain, tu peux récupérer 8 millions d'euros. En plus, il y a la Coupe du Monde. Moi, Balerdi, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit sélectionné. Je ne vous mens pas. Ça ne m'étonnerait pas. S'il fait 2 bons mois sur les 3 avant la Coupe du Monde, il pourra être sélectionné, Balerdi. Vraiment qu'il fasse 2 très bons mois. 2-3 très bons mois, il peut Ce qui me fait rire, c'est que moi, je suis persuadé que c'est le mec dans 5 ans, il est capitaine de l'Argentine. Je ne sais pas pourquoi. C'est le genre de joueur que je sais qu'à un moment, il va y avoir un déclic. Voilà, non, je te promets que non. Non, je te promets que non. Je te promets que non. C'est pas possible. C'est son année, pour moi, il faut lui laisser sa chance. Ouais, mais après, comme je déteste. Mais t'as Touré, lui, sans expérience. Pour moi, je ne comprends pas. Toi, tu mettrais Pérez. Mais bien sûr, parce que je t'explique. Pour moi, les gens, ils sont fascinés par un physique sur Touré. Ils n'ont jamais vu ça. On n'en voit pas beaucoup des joueurs de 2m6. Là, comment il faisait Peter Crouch à l'époque? Peter Crouch, ouais. Il était grand, je sais pas. Combien de colère 2m2, genre. Voilà, c'est des joueurs qui sont rares et il a une qualité technique très très bonne, je trouve, Isaac Touré. Mais là, il ne faut pas le tuer. Marseille, c'est particulier. On a évoqué plein de raisons sur le fait que c'est peut-être un peu court. Mais Luan Pérez, il ne prendra pas beaucoup de cartons et tu fais rentrer Isaac Touré. Parce que moi, je suis persuadé que Isaac Touré, dans l'année, il aura eu, on va dire 8, 9 ou 10 cartons jaunes, quoi. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, si tu le fais rentrer petit à petit, après, tu vois ce qui se passe. Si tu vois que Pérez descend, quand il rentre, Isaac Touré est très efficace, oui, là, tu le mets titulaire. Mais au début, Luan Pérez, il a fait une très bonne saison l'année dernière. Après, ce qui m'interpelle, c'est que ça fait 3 matchs qu'il enchaîne titulaire. Là, il est resté un peu plus longtemps sur le terrain. Même Jerka, pour conclure sur Isaac Touré, d'ailleurs, c'est un nouveau et on va parler des nouveaux juste avant. Juste parenthèse par rapport au. Jerka, il est prêt, Isaac Touré. Il n'a pas fait il sort de l'Euro. C'est ça aussi. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Que lui, il a fait son Euro et qu'il n'a pas pris de vacances. Donc c'est normal qu'il joue plus longtemps parce qu'il est plus prêt, genre physiquement que les autres. Au-delà de ça, je le sens beaucoup plus adaptable au système de Tudor qu'un Luan Pérez. Luan Pérez, je pense que c'est typiquement le joueur qui ne s'adaptera pas parce que tu as besoin de défenseurs agressifs qui défendent en avançant. Luan Pérez, c'est un mec qui défend en reculant. Et même au niveau de l'agressivité, certes, c'est un mec qui a un gabarit, mais moi, pour un défenseur,
je le trouve très léger. Là où il va être très intéressant, Sampaoli, c'est quand il faisait des tacles glissés, tu vois. C'est que quand il récupérait un mec en profondeur et qu'il faisait un tacle glissé, parce il est pas aussi lent que ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'avait trouvé très bon sur ses premiers matchs, c'est parce que c'était un défenseur qui était plutôt élégant. Et sous Tudor, j'ai un peu de balle. D'ailleurs, pour finir sur ce qui est de la défense, on va parler un instant des nouveaux, mais aussi de l'adaptation des joueurs au système Tudor. Tudor a tenu une déclat assez intéressante hier après le match, où il a exprimé que par rapport à nous, il était un peu moins inquiet. Donc je vais la lire. Je ne suis pas inquiet, je suis sûr qu'au début de saison, nous serons fin prêts. Comme vous le voyez, j'essaye de changer le style de jeu de l'équipe par rapport aux dernières années. Il y a beaucoup de choses nouvelles, de nouveaux principes et de nouveaux joueurs. Donc lui aussi, confirme ce qu'on disait depuis tout à l'heure, qu'il y a vraiment une transition d'un système à un autre, que pour l'instant, c'est assez inquiétant parce que dans le contenu, on ne voit pas ce qu'on aimerait voir. Surtout qu'on a été assez habitué à une régularité dans le contenu et que c'était un bon contenu, ce qu'on a vu sur toute la saison dernière, qui était tellement bon que des fois, on arrivait à s'en plaindre parce qu'on était habitué vraiment à quelque chose de... Sous Sampaoli, on avait quand même une certaine régularité au niveau de la proposition de ce qu'on voyait. Il a parlé des nouveaux joueurs, il a également parlé de l'intensité des entraînements. Donc je vais vous mettre la décla là, à l'instant, qui est très important. Donc, il avait dit que notre objectif aujourd'hui était de donner du temps de jeu aux joueurs et c'est ce que nous avons fait. Les jambes étaient lourdes car nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours. Il y a une grosse conséquence que nous ne sommes pas frais. Du coup, il parle de ces joueurs qui viennent d'arriver. On va lancer du coup ce débat, même s'ils ont très peu joué. On a vu les premiers pas de Jonathan Klaus sous maillot olympien. On a également vu Chancel Mbemba, dont on a un peu parlé, et aussi Luis Suarez qui est rentré, Ruben Blanco qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas forcément vu. Après, tu fais rentrer ton gardien de but. Klaus, il fait un arrêt, non? Ça fait du bien. Il fait un arrêt, non? Il doit faire un arrêt. Il doit faire un arrêt. En tout cas, je pense qu'il en a fait un plus que Paul Lopez dans le match. Mais Jonathan Klaus, on va surtout parler de lui parce qu'il a une entrée qui a été assez remarquée quand même. Parce que quand il entre, il se procure plus d'occasions que le piston qui était avant lui, qui était under sur 70 minutes. Non, il rentre quand? Il rentre à peu près à la 60e. Je voulais savoir ce que toi, Wael, tu as pensé de cette première de Jonathan Klaus et si tu as directement vu un résultat entre les pistons que tu avais avant sur le côté droit ou même les latéraux que tu as vu la saison passée et Klaus sur cette entrée. C'est évident, tu l'as vu, c'est un mec, c'est son métier d'être piston. Donc il sait exactement quoi faire. Il sait exactement où se placer. Je l'ai vu à plusieurs reprises essayer de combiner aussi sur le côté droit. À un moment, c'est Gerson ou Guendouzi. Ils lui mettent une passe par-dessus la défense et il essaie de remettre en retrait à Bakambu. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'ait pas essayé de tirer. À un moment où il y a une autre action entre Suarez et Bakambu, il revient. Tu vois, genre, c'est un mec qui sait tenir son couloir. C'est un mec qui sait comment performer sur son couloir. Après, ce qui me fait un peu peur, c'est que défensivement, j'ai l'impression que c'est un mec qui recule un peu trop quand il va défendre, alors qu'il est supposé défendre en avançant en tant que piston et en tant que latéral. Il est supposé avancer vers le joueur. Là, je l'ai trouvé à plusieurs reprises, même si c'était pas mauvais. J'ai juste peur par rapport à des équipes plus supérieures. Moi, je suis d'accord sur le rendement défensif. On l'a vu, vous l'avez vu, Lilian, GRK ou Ariles, vous l'avez vu, la différence entre Under et Klaus dans ce poste-ci, en 5 minutes, il y a eu 2 actions, tu vois. Donc, ouais, j'ai espoir sur le fait que cette tactique marche avec les pistons adéquats. Et aussi, on parlait lorsqu'on débriefait un peu ce match, même si on n'est pas vraiment rentré dans les éléments qu'on a vus dans ce match, mais plus dans une appréciation générale. On a parlé de Kolasinac sur le côté gauche, bon, c'est pas le même côté. On a vu que c'est un jeu qui force énormément sur les pistons, donc tu as besoin de pistons décisifs. Quand tu recrutes un des pistons les plus décisifs d'Europe, même s'il tirait des coups de pied arrêtés, quand tu recrutes un mec qui est 4e meilleur passeur de Ligue 1, qui est 3e en termes de passes clés, il a livré 76 passes clés la saison passée avec Lens, qui est le 4e pour les passes dans la surface avec 60 passes. Il n'y a pas une stat en Europe aussi. Il n'y a pas une stat en Europe aussi. Ouais, c'est un des meilleurs en Europe. En Europe. Après, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui excelle. Après, on n'a vu que 5 minutes. Hein. Moi, en 5 minutes, pour moi, il y a 2 situations de but que se procure l'Olympique de Marseille dès son entrée. Mais attends, il ne faut pas être méchant avec Kolasinac parce que si tu n'as pas 2 mecs qui tirent des parpaings, là. Il fait 2 passes décisives hier. Il fait 2 passes D quand même, le type. Hein. Il y en a un qui. Ouais, la première action où il est tout seul, ça lui fait la passe et il tombe là. C'est dur. Pour revenir à Klaus, je suis d'accord avec Wael, offensivement, il n'y a pas de souci, c'est un piston en fait. C'est juste un piston. Under n'est pas piston et je pense qu'il ne le sera jamais. Je
Je peux me tromper, mais il ne le saura jamais. Moi, défensivement, je ne suis pas trop inquiet parce que, on va dire que 70% des équipes de Ligue 1 jouent bloc bas. S'il faut courir pour redéfendre, s'il a du retard, il le fera, il aura l'espace, il est rapide, il est très rapide, Klose. Après, c'est vrai, en Ligue des Champions, on va jouer contre des équipes qui sont meilleures. Là, oui, ça va être compliqué, mais nous sommes que l'Olympique de Marseille, donc c'est normal. Et dans toutes les équipes de Ligue 1, hors le PSG, et encore, il y a des défauts. Ils auront des défauts aussi. Eux, ils vont aller à Lyon à recruter Tagliafico. Moi, t'inquiète que par rapport à notre armada offensif, si ça prend bien, je ne suis pas trop inquiet. Tu vois. Donc, si c'était un joueur parfait, il ne serait pas chez nous. Moi, j'aime beaucoup dire ça. Si c'était vraiment le joueur parfait, il ne serait pas chez nous. Bon, on a Gerson, mais c'est une anomalie. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça. Il fera des erreurs. Il faudra lui laisser du temps aussi, parce que lui, il va être titulaire direct. Mais il vient d'arriver à l'OM. Il a joué à Lens, certes, ça se rapproche un petit peu de nous. Mais c'est Marseille. Il sait très bien que Marseille, tu peux être là, mais tu peux être en dessous. Beaucoup de joueurs ces dernières années, on l'a vu. On ne va pas citer de nom. Moi, je ne suis pas inquiet. Juste, je lui laisse du temps. Si à Reims fait une boulette, je m'en fous. Parce que je sais que ce mec, dès que dans sa tête, il aura compris l'OM, il aura compris ce que le coach lui demande, il connaîtra ses coéquipiers, je suis persuadé qu'on va se rendre compte qu'on a fait un putain de coup. Moi, je suis très content. Je suis extrêmement content de cet achat. Pour moi, Mbemba, Klose, avant qu'ils arrivent, j'étais extrêmement inquiet. Là, je commence à être satisfait. Parce que je me dis, tu as un mec, Mbemba, qui parle français, qui comprend français, qui arrive dans un championnat français, qui a connu la Première Ligue, qui a connu la Liga NOS. Ok, expérience. Même s'il y a des petits soucis qu'on connaît. T'as Klose, 2 ans. Il y a zéro souci. T'as Klose qui fait partie des 2 meilleurs latérales du championnat. Il faut prendre des joueurs comme ça. C'est le poste de latéral droit, on est en galère depuis un moment. Même si moi j'aimais beaucoup Sakai, dans ce qu'on te demande aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, il te faut plus. Lui, il a ce truc en plus. Même s'il a 29 ans, moi je pense que il a signé peut-être 4 ans, je pense. Moi, je pense 3 ans. 3 ans, je pense que jusqu'à la fin de son contrat, il pourra te servir. Et tu sais que le mec, il ne cassera pas les couilles. Vas-y. J'ai une question, les gars, par rapport à ça. Entre Klose et Amari Traoré, vous auriez choisi qui? Klose. Moi, j'aurais pris Klose pour le système. Enfin, Non, mais Amari Traoré est capable de jouer à 3. Il peut aussi le faire. Moi, je prends Klose. Okay. Moi, je pense que je prends Klose. Parce que Klose, il va être pris direct. Amari Traoré, moi, je pense qu'il aurait eu un petit peu plus de temps que Klose. C'est Parce que dans une urgence aussi, il faut qu'on finisse dans les 3 premières places. Quand tu prends Klose, tu dis, OK, à ce poste-là, je fais partie des meilleurs du championnat. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Amari Traoré, j'adore Amari Traoré. J'adore. Sacré joueur. Hein. C'est dur. Mais défensivement, c'est meilleur que Klose, Amari Traoré. Défensivement, c'est largement. Ça peut faire le taf offensivement, mais Klose, offensivement, c'est du top. Mais là, j'ai plus l'impression que tu as besoin vraiment de quelqu'un offensivement, qui offensivement fait quelque chose. Klose, en plus, tu l'achètes, c'est quelqu'un qui va t'apporter quelque chose aussi statistiquement. C'est un mec, comme j'ai dit, il fait des passes décisives, des passes clés. Tu vois, le seul mec qui fait des passes clés dans ton équipe, c'est Dimitri Payet et Gerson. Et Under par intermittence. Donc là, tu as vraiment un joueur qui a. Ouais, tu as Guendouzi aussi qui peut le faire. Un joueur qui a cette capacité à casser des lignes depuis le côté droit, qui sait se projeter. Et moi, je l'ai vu directement. Tu vois que techniquement, déjà, c'est un joueur qui a le niveau. Quand tu le vois rentrer, il a tout de suite dédoublé avec, je crois que c'était son milieu, je ne sais pas si c'était le milieu central droit ou le joueur qui jouait derrière le 9. Il a combiné un peu avec Bakambu. Tu vois que le mec déjà a un certain niveau et répond aux exigences pour le côté droit. La seule limite que j'aimais, c'est que comme Wayne l'a souligné, je trouve qu'au niveau du rendement défensif, on va rapidement voir des limites parce que c'est un joueur qui aime défendre en avançant. Et si tu joues dans une équipe qui recule et qui ne va pas chercher haut, ça va être très difficile de voir très efficace défensivement. Ce qui va être intéressant, c'est que derrière lui, tu auras Chancel Mbemba, pardon. Ouais. Arnold. J'ai joué ça. Toi, GRK, je ne sais pas si tu as la conclusion. Mbemba, je pense c'est top. Je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. Et est-ce qu'on peut parler de Paul Lopez un peu? On peut finir sur Paul Lopez, on peut finir notre première sur Paul Lopez. Moi, justement. Moi, j'ai remarqué quelque chose là. On va subir cette saison. Donc, ça ne me rassure pas. Sachant que moi, je n'étais déjà pas rassuré par Paul Lopez. Ah, d'accord. Okay. Là, on a pris un remplaçant en bois, on va dire, parce que c'est vraiment le remplaçant, c'est pas un concurrent. Je pense que c'est un concurrent quand même. Ça me fait un peu flipper. Moi, je pense que c'est un concurrent, frérot. Ouais, je pense que c'est un concurrent parce qu'ils se ressemblent beaucoup, les deux. Genre. C'est les deux du même type. Il n'y a pas un truc qui vous inquiète sur les prochains matchs par rapport à Paul Lopez?
Les 3 premiers matchs. J'ai vu personne le souligner, j'ai pas compris pourquoi. Vas-y. Mais il dégage Son plus jeu le au ballon pied, de la même manière. il est plus au point là. C'est pas bon. Ah oui, parce que là, il allonge. Ah bon? Non, Parce qu'il on lui demande de plus allonger, Il ça. allonge. Non, mais il allonge quand même. Mais quand Tu il l'as vu, à allonge, chaque fois, il fait un moulin avant. À chaque fois qu'il va tirer, genre, il fait un moulin avant. À chaque fois, je trouve ça bon, il drôle. réussit des fois, mais il rate beaucoup. Dans les 3 matchs, je le voyais. Enfin, on n'a jamais vu ça l'année dernière. Peut-être sur un match ou 2, mais c'est tout. Là, Après, sur parce que 3 l'année dernière, matchs- il allongeait très peu. Il allongeait très peu. Ou à la limite, il allongeait. Oui, mais sur son Vraiment, côté, sur même, une quand, distance de touche, même hein. quand il allonge sur son côté, c'est pas bon. Ouais, je suis Genre, par d'accord. rapport à ce qu'il faisait. Par rapport à ce qu'il faisait. Parce que Mais c'est je quand même pense que c'est bon fait exprès parce que on voit à plusieurs reprises des 6 mètres qui sont rendus à l'adversaire. aussi. Pardon, ça, c'est vraiment pas du tout ma cam. Genre, mais tu peux pas. C'est pas une logique. C'est dans une équipe qui aura 70% des matchs, la possession, de rendre le ballon sur 6 mètres directement. En mode, vas-y, c'est notre tactique pour aller presser haut. Tu peux sortir le ballon et presser haut aussi. C'est pas si. Tu vois, genre, tu sors le ballon tranquillement. T'as pas des joueurs qui sont mauvais balle au pied en défense. Si c'est Douillet, ok, il a 2-3 problèmes, mais il n'est pas mauvais. Gigot, on l'a bien vu, il y a plusieurs reprises, il fait des passes très bonnes dans les intervalles. T'as Touré qui est pas si nul balle au pied. Balerdi, loin de là. Tu vois, donc tu peux sortir le ballon de tes milieux. Tu vois, c'est le plus important dans la sortie de balle, c'est ton milieu de terrain, ok? Et c'est tes défenseurs qui vont fixer la première ligne. Si tes défenseurs fixent bien la première ligne, tes milieux de terrain, ils se sortent bien du marquage des milieux, tu sors le ballon et tu casses déjà 2 lignes pratiquement, tu vois. Donc c'est encore plus facile. Pourquoi est-ce que tu te casses la tête à te balancer ça mais tu n'as même pas des joueurs de pressing comme ça. T'as pas, Suarez n'est pas titulaire, par exemple. Il n'est pas titulaire aujourd'hui, Suarez. Mais le jour où il sera titulaire, peut-être que tu peux l'envoyer au charbon. Tu dis, hey, vas-y, débrouille-toi, va courir devant. On n'a pas parlé de Luis Suarez. Ah, mais Luis Suarez, après, je trouve que c'est. Il a fait une bonne passe à Bakambu, un truc comme ça. Oui, ben justement, moi je voulais venir sur ça parce que moi, de ce que je me rappelais de certains matchs que j'avais vus, c'est qu'il manquait cette vista un peu d'intelligence de jeu pour mettre ces ballons-là au lieu de la garder. Là, quand j'ai vu cette page, j'ai fait oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? De toute façon, par rapport à ce qu'on a devant, hormis Bamba Dieng, je pense que Bamba Dieng. D'ailleurs, je pense qu'on fera une petite vidéo sur ce sujet, une vidéo de 15 minutes. C'est l'autre format qu'on va proposer. Des discussions assez similaires, mais de 15 minutes entre 2 intervenants. On va en faire une sur Bamba Dieng. Est-ce qu'il faut vendre Bamba Dieng? Je pense que lui, il va très certainement partir. Hormis Bamba Dieng, Luis Suarez, il peut clairement s'imposer devant. S'imposer, je ne sais pas, mais jouer, oui. Pour moi, il va s'imposer parce que quand je vois comment Milik est limité, Bakambu, moi, j'ai trouvé pas dégueu sur la prépa. Après, ça reste mon avis. Jirka, je sais que tu n'es pas d'accord. De toute façon, on aura le temps d'en reparler dans une autre émission, dans une vidéo. Aujourd'hui, on était un peu en rodage. On découvrait un peu le format. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, ça fait que 6 mois qu'on a lancé Media. C'est vraiment un objectif de développer une émission. On a déjà fait des talks sur Twitter. D'ailleurs, il y avait Delian, il y avait Jirka. Wael, tu n'avais pas participé sur le compte, mais tu avais participé sur les autres pages de Bali, etc. Donc, on va vraiment essayer de vous proposer du contenu qualitatif. En tout cas, merci les gars d'avoir participé à cette première. Merci. Merci Wael, merci Lilian, merci Jessica. Merci à Et vous. puis je vous donne rendez-vous lors de la prochaine émission. Je ne sais pas quand ça sera. Certainement mardi. En tout cas, on vous proposera un contenu d'ici à mardi. On va peut-être lancer directement le contenu en live dans pas très longtemps. Et puis vous aurez cette vidéo de 15-20 minutes de débat, soit sur Bamba Dieng, soit sur le recrutement. Je vous dis à la prochaine et allez l'OM. Et n'oubliez pas de vous abonner. En plus, Wael, son nom de famille, c'est Nasri. Donc abonnez-vous.